L'actualité autour du monde du football ne s'arrêtera jamais. En tout cas, vous savez tous que l'univers du ballon rond est riche en passion, polémiques, tensions, infos croustillantes et intéressantes et surtout passionnantes à dévoiler et analyser en vidéo. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai forcément quand on suit petit à petit le quotidien du Real Madrid, le plus grand club du monde. Au sommaire, et comme vous le voyez, il est quand même assez chargé. On va parler notamment de la blessure de David Alaba, de la potentielle aussi prolongation de certains cadres du Real Madrid qui finissent leur contrat en 2023, sans oublier bien sûr quelques transferts qui pourraient être intéressants dans le secteur offensif côté Real Madrid. De l'autre côté, l'UEFA souhaite mettre des bâtons dans les roues au Real Madrid pour un potentiel doublé Copa del Rey, Ligue des Champions. Sans oublier la tension Real Madrid-Barça qui est à son paroxysme en ce moment entre la prise de parole lunaire l'autre jour de Laporta qui visait le Real Madrid au lieu de défendre le Barça dans l'affaire Negreira, et aussi par rapport à la réponse du Real Madrid à Laporta. Et on terminera bien entendu sur l'avant-match entre le Real Madrid et le Celta de Vigo qui vont s'affronter ce samedi à 21 h au Santiago Bernabéu pour la suite de la Liga. Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode d'Actu Real Madrid. Et mis à part tout ce que je propose sur le Real Madrid comme les débriefs ou analyses en général de la structure du club, tout ça, je propose aujourd'hui d'ailleurs ce tout nouveau format en tout cas qui a l'air de vous plaire depuis maintenant les 2 premiers épisodes déjà sortis. J'ai lu tous vos commentaires, tous vos retours pour améliorer ça encore un petit peu. Ça fait extrêmement plaisir de voir que mon travail vous plaît énormément semaine après semaine et qu'on est au passage aussi de plus en plus nombreux. Et sachez au passage, pour vous tenir au courant, que je prépare je pense 1 à 2 fois par semaine une chronique un peu similaire à l'actualité Real Madrid, mais tournée cette fois-ci sur l'actualité du football mondial pour ne pas rater les meilleures infos à analyser, pour vous en parler, etc. Je pense que ça permettrait aussi forcément d'élargir les sujets de la chaîne et pas être auto-centré que sur le Real Madrid ou le football espagnol, et aussi pour attirer bien sûr un nouveau public de passionnés, car cette chaîne est faite bien entendu pour tous les passionnés de football, pas uniquement les fans de Liga ou du Real Madrid. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez d'une chronique comme ça sur le football mondial et n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche. On est de plus en plus nombreux et cette année je compte sur vous pour filer aux 100 000 abonnés. On commence directement avec la blessure de David Alaba qui va lui donner en tout cas 2 semaines d'indisponibilité, 2 semaines d'absence qui va l'empêcher de jouer en Liga ces prochaines semaines et dont ce week-end là. Des matchs bien entendu dont il aurait eu besoin pour prendre un peu de rythme, un peu plus de confiance. David Alaba qui a été miné énormément par les blessures, tout comme Karim Benzema cette année, même plus que Karim Benzema. Rudiger, Militao ou même Nacho avaient parfaitement pris l'intérim quand celui-ci était blessé. Alaba qui fait sa 2e saison au Real Madrid, qui a déjà eu une adaptation éclair par son expérience, sa qualité aussi au plus haut niveau, sa polyvalence qui apporte énormément au vestiaire, autant joueur expérimenté qu'aux plus jeunes. C'est un leader sûr et en dehors du terrain. David Alaba qui a apporté énormément pour la Liga et la Ligue des Champions l'an dernier. Cette saison il pèse pas forcément de tout son poids, mais à son retour de blessure il a retrouvé un rythme assez intéressant malgré quelques critiques forcément son état de forme de base. Il a été très bon contre le Barça, très bon contre Chelsea au match aller, il était aussi très bon au match retour avant de sortir à la surprise générale. On pensait tous que c'était Militao qui allait sortir à la mi-temps parce qu'il avait déjà un jaune, qu'il était déjà suspendu pour le match aller contre City, que potentiellement le match était un peu tendu, il aurait pu prendre un rouge s'il prenait un autre carton jaune. Donc forcément on pensait que c'était Militao qui allait sortir, mais finalement c'est Alaba la surprise générale. Il s'est blessé, du moins il a eu une petite rechute, donc pour ne pas forcer dessus ils l'ont sorti, mais il a quand même 2 semaines d'absence. Et Alaba aujourd'hui quand même avec son leadership il est important sur le terrain. Rudiger, Militao prennent parfaitement la relève, mais c'est vrai qu'avoir Alaba, que ce soit arrière gauche ou en tout cas dans l'axe, c'est quand même quelque chose pour booster tout le monde, tu vois. Sa présence elle est ultra bénéfique et en tout cas aujourd'hui Ancelotti tout comme le joueur ou le club vise un retour pour Alaba pour la finale de Copa dans 2 semaines, ce qui est largement jouable. Il reviendra un petit peu avant, peut-être un petit peu en manque de rythme parce qu'il n'aura pas joué depuis 2 semaines, mais le repos et les entraînements en tout cas pour sa récupération vont quand même déjà lui faire du bien. Un joueur en tout cas qui enchaîne pas forcément beaucoup, c'est pas forcément bon signe, mais un joueur de son expérience et son importance pour une finale, que tu affrontes Osasuna qui est moins fort que toi sur le papier ou pas du tout, ça fait quand même plaisir, tu vois, ça fait quand même plaisir. Et en plus Alaba, la Copa del Rey c'est son dernier trophée aussi à soulever pour avoir tous les titres avec le Real Madrid en même pas 2 saisons. Toni Kroos par exemple c'est aussi son dernier trophée à soulever et qui lui manque. La Copa del Rey on l'a pu remporter depuis 2014 où on était déjà sous Ancelotti, donc forcément remporter cette Copa c'est un objectif ultra important, surtout qu'en plus 3 jours après on va affronter City, et globalement avoir cette Copa del Rey ça mettra un baume au cœur à tous les supporters vu qu'on a perdu la Liga, ça mettra un baume au cœur à tout le monde après du coup les coups durs qu'on a pu subir à certains moments de la saison, et surtout valider un trophée officiel en plus de la Super Coupe d'Europe et du Mondial des clubs, et de quoi te rebooster bien entendu avant la demi-finale de Ligue des Champions qui va être très très dure contre City. Et du coup Alaba 2 semaines d'absence c'est plutôt pas mal, en tout cas je m'attendais à pire, donc franchement s'il est là contre City pour compenser le fait que bien déjà Militao sera pas là, avoir Alaba et Rudiger dans l'axe contre City, ça fait un duo qui est énergique, qui est physique,
qui a en tout cas de l'expérience, et pour moi c'est hyper intéressant, même si Militao en tout cas va nous faire beaucoup de tort je pense par son absence, tellement il est devenu important et tellement pour moi Militao aujourd'hui fait partie du top 3 des meilleurs défenseurs centraux du monde, et il est pas troisième, mais à voir à là-bas c'est plutôt parfait. Par rapport aux prolongations, on n'a toujours pas de nouvelles de Luka Modric par rapport à 2024, on sait que lui veut prolonger, on sait pas encore ce que le Real veut faire, en tout cas Luka Modric montre que c'est toujours un magicien sur le terrain qui mérite sa prolongation car c'est toujours un des meilleurs au monde à son poste malgré son âge. Et je pense très clairement que ça dépendra peut-être de la fin de saison, s'il souhaite de lui-même des fois s'arrêter sur un doublé Copa del Rey, Ligue des Champions après avoir tout gagné en 2 ans, ça pourrait être sympa pour lui pour sortir par la grande porte, même si je pense qu'il aimerait finir en même temps que Kroos et Benzema pour la symbolique et pourquoi pas reterminer sur des succès l'an prochain. En tout cas on espère qu'on aura encore des succès l'an prochain et qu'on en aura d'ici la fin de saison pour commencer, mais en tout cas Kroos a quasiment confirmé que 2024 pour lui c'est signé, Benzema aussi c'est signé, donc globalement si les deux signent et Modric aussi, peu importe le mercato qu'on peut faire au milieu de terrain, peu importe les titres qu'on gagne ou pas, il faudrait que ces trois là continuent ensemble et s'arrêtent en même temps. Ce serait hyper symbolique, surtout en plus si on regagne encore des gros titres la saison prochaine. Je veux que ces trois légendes continuent le plus longtemps possible de jouer au football tant qu'ils estiment avoir footballistiquement, techniquement et physiquement le niveau et la motivation de continuer. Et par rapport à ce qu'ils nous montrent toutes les semaines, ces trois là sont des monstres et on en a encore besoin pour terminer une fois pour toutes la transition du Real Madrid en 2024, pour laisser ensuite la place à tous les jeunes déjà en place qui commencent déjà maintenant à avoir l'ADN Real Madrid, l'ADN Ligue des Champions et des trophées, et auquel on va incorporer d'autres grands joueurs ou des jeunes joueurs en tout cas en devenir qui sont très forts. Donc forcément l'ossature est déjà là, la relève est assurée et pour moi ces trois là méritent une sortie par la grande porte en 2024 et pas cet été. En plus Benzema aurait bien sûr demandé au Real Madrid par rapport à son état de forme physique, tout ça, où il n'arrive pas forcément à enchaîner autant de matchs qu'il veut par rapport au physique qu'il lâche, les blessures, tout ça, et les coups qu'il peut prendre qui des fois l'impactent plus qu'avant, même s'il a toujours la motivation, tout ça, d'aller pourquoi pas chercher un nouveau ballon d'or. Benzema sait qu'il a déjà plus les mêmes capacités que l'an dernier ou qu'il y a 2 ans, et forcément il a demandé au Real Madrid de recruter offensivement, soit un autre numéro 9, même si l'année prochaine dans le groupe on aura Alvaro Rodriguez qui montera définitivement du Castilla à l'équipe première, sauf si le Real Madrid veut le prêter à l'étranger ou le vendre très cher avec une option de rachat, on verra bien, mais ça peut aussi dire recruter non pas forcément un numéro 9 si Alvaro Rodriguez venait à monter et être son remplaçant, mais recruter aussi pourquoi pas des ailiers pour avoir de la concurrence, mettre pourquoi pas Rodrigo en numéro 10 dans un 4-2-3-1 qui serait intéressant ou un 4-4-2 losange, à voir en tout cas, mais il est clair que le Real Madrid cet été ne sera pas très sage sur le mercato et fera pourquoi pas quelques folies pour certains joueurs ou du moins des belles opportunités à faire à court, moyen et pour le long terme du club. Et pour moi de toute façon si on veut jouer sur tous les tableaux l'année prochaine, il faut bien sûr étoffer l'effectif, que ce soit en défense ou en attaque, jeter les indésirables et forcément avoir un effectif en qualité-quantité, titulaire comme remplaçant. Même si là on rafle quasiment tous les titres et qu'on peut encore les rafler cette saison, pour moi c'est primordial toujours pour assurer le court et le moyen long terme d'avoir l'effectif qu'il faut pour ne pas à chaque fois être dans l'usure, ne pas user les joueurs, ne pas les blesser et compter toujours sur les mêmes, avoir d'autres joueurs jeunes qui peuvent arriver pour remplacer les anciens et aider les jeunes déjà en place, ce serait parfait. L'UEFA soit du coup emmerdé un petit peu le Real Madrid, alors forcément ils ont placé la demi-finale aller de Ligue des Champions contre City le 9 mai, soit du coup le mardi et pas le mercredi, sachant que le samedi, juste avant, 3 jours avant, le Real joue sa finale de Copa del Rey contre Osasuna. Bien entendu, la finale de Copa del Rey sera prioritaire parce qu'elle vient avant, que c'est un match où il faut tout donner sur 90 ou 120 minutes et que du coup tu peux déjà avoir un titre. Et à ce titre là, tu seras bien sûr surmotivé pour le match contre City en te disant la saison elle est déjà sauvée, maintenant c'est à nous de la bonifier encore plus, d'aller chercher un deuxième trophée qui viendrait déjà franchement passer la saison de galère à plutôt réussi à plus que légendaire, tu vois, avec un effectif encore une fois qui est très critiqué dans la presse mondiale parce qu'il y a trop de rageux anti-Real Madrid qui ont le seum qu'on prenne encore des Ligues des Champions même quand on n'est pas attendu, mais qu'on arrive en tout cas à aller plus loin que les espérances de tout le monde. Cette année on écrase Liverpool, on écrase Chelsea, tout le monde dit que c'est pas le meilleur Liverpool, c'est pas le meilleur Chelsea de toute l'histoire, parce que l'an dernier quand on était bousculé, pour eux c'était les meilleurs de tous les temps quasiment, et donc tu vois, maintenant que les situations s'inversent et que le Real Madrid se fait en tout cas un parcours facile parce qu'on est vraiment au-dessus de la concurrence, maintenant le vrai obstacle sera Manchester City pour moi, et le vainqueur de la Ligue des Champions sera potentiellement dans ce bout de tableau en tout cas ici, le Real ou City, mais même s'il faut pas sous-estimer l'Inter Milan et le Milan AC, mais sur le papier et dans la production du jeu, il y a clairement un monde d'écart entre ces 4 équipes.
clairement. Mais tu vois, l'UEFA qui veut pas décaler le match au mercredi parce qu'ils voulaient pas mettre Inter Milan, Milan AC au mardi, parce que question de tableau, question en tout cas d'ordre dans le tableau, ça fait chier, tu vois. Parce que les joueurs ont besoin peut-être déjà de fêter la victoire de la Copa del Rey, ils auront même pas le temps de la fêter, qu'ils vont déjà devoir repartir jouer un gros match. Et un match en tout cas à fort enjeu au Bernabeu, et forcément, en plus le retour sera à Manchester City, donc avoir 3 jours de repos seulement et jouer après à domicile dans un match qui sera pas facile, c'est un peu inquiétant. Donc j'espère que Ancelotti fera tout ce qu'il faut pour faire tourner un maximum avant la finale de Copa del Rey, vu que la Liga on s'en tape totalement un rein vu l'avance que le Barça a et que c'est eux quasiment qui ont le titre à 99,999%, et que les joueurs se blesseront pas ou se fatigueront pas trop dans la Copa del Rey, même s'il faudra tout donner pour gagner cette finale. Mais si dans le match on arrive vraiment à bousiller Osasuna, même si ça va être très compliqué de le faire parce qu'ils vont sûrement jouer beaucoup derrière et jouer beaucoup en contre, et en tout cas donner le maximum là-dedans et pas nous faciliter la tâche, je pense que tu vois, ce sera intéressant de faire tourner un maximum. Mais Ancelotti il est assez intelligent pour ça, et après ce sera aussi à l'effectif de tout donner contre City. Après, entre le match aller et le match retour, il y a une semaine qui se passe, et globalement la Liga il pourra même envoyer le Real Castille s'il veut, on s'en fout, tu vois. Donc on aura le temps de se reposer pour match retour. Un petit mot vite fait sur Real Madrid-Barcelone par rapport à la vidéo qui est sortie hier, mais je pense que je ressortirai une vidéo sur le sujet demain sur ma chaîne YouTube plus complète, tu vois. Globalement on sait que Laporta il a donné des propos sur l'histoire, sur le côté franquiste, etc., toute la clique, que le Real Madrid lui a répondu tout ça. Moi j'ai un mot à dire dans cette vidéo les amis. Arrêtez de vous prendre pour des experts en histoire. Arrêtez de vous prendre pour des experts en politique. Nous sommes uniquement des fans de football. Nous les amis, ce qui nous intéresse c'est le terrain. Ce qui se passe en dehors du terrain, on n'en a rien à faire. Eux, Laporta, Pérez ou même le club en général, les clubs en général, ils s'en foutent de nous, de nos avis. Ils nous voient nous déchirer sur les réseaux sociaux, nous insulter pour X ou X raisons. Il y en a qui défendent plus leur club ou des choses qu'ils ne connaissent même pas plus que leur daronne, tu vois. Vous défendez pas votre famille comme ça, mais vous défendez des clubs et des joueurs qui vous calculent pas, qui vous donnent pas l'heure. Et des clubs en plus qui se donnent la guerre depuis longtemps en interne ou dans les médias sont des thèmes qui vous regardent même pas. Il n'y en a pas un ici chez vous qui est espagnol. Moi j'en ai parlé parce que du coup forcément vous savez tous que je suis espagnol, que mes grands-parents ont quitté l'Espagne dans les années 50-60 pour s'installer en France, et du coup voilà avec mon père. Mais à part ça, parce qu'ils ont fui justement Franco et ce régime qui était en tout cas dictatorial au possible et impossible à vivre, où il y a eu beaucoup de morts côté madrilène autant que catalan. Je vous rappelle quand même aussi qu'il y a quand même 80% d'effectifs du Real Madrid à l'époque franquiste qui étaient morts, emprisonnés, exilés. Donc le Real Madrid a mis 15-20 ans à se reconstruire sous Bernabeu, sachant qu'il y avait Franco qui leur facilitait pas la vie. Donc dire que le Real Madrid était le club de Franco, pas du tout. Mais à part ça, Laporta et Pérez, ou du moins le Real Madrid et le Barça, s'ils veulent se faire la guerre sur tous les plans, que grand bien leur fasse. Mais par contre, ne croyez pas toutes les sources ou tous les machins qu'on vous dit sur cette affaire. Occupez-vous juste du terrain. Moi, à partir de maintenant, je ne m'occuperai que du terrain. J'ai quand même prévu de faire une grosse vidéo documentaire sur l'histoire de Franco par rapport au football espagnol en général, qui sortira dans les prochaines semaines. Mais en tant que fan de foot avant tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Ce qui se passe en dehors, ça ne regarde que les hautes instances et que les clubs entre eux. Et on n'a pas à s'insulter ou se déchirer entre fans de foot pour des choses qui ne nous regardent pas, à bon entendeur. Donc cessez la guerre, que vous soyez pour le Real ou pour le Barça. Insultez-vous si vous voulez au moment des matchs, il n'y a pas de problème. Sur les résultats, taquinez-vous, il n'y a pas de problème. Restez quand même dans le respect. Quand je parlais d'insultes, c'est insulte gentille pour se taquiner, c'est pas insulte vulgaire tout ça. Mais voilà, le terrain, c'est le terrain. Nous, on est là pour le terrain et pas autre chose. Du coup, calmez-vous, faites la paix et on se portera mieux. Et pour terminer cette vidéo sur l'avant-match entre le Real Madrid et Celta de Vigo de manière assez rapide, parce que la Liga, on s'en fout un petit peu, en tout cas pour le Real. Mais globalement, pour préparer ce match-là, on sait qu'on a remporté le match aller 4-1 avec du moins une grande facilité. Le Real Madrid dominait énormément son sujet, surtout à partir de la deuxième mi-temps. La première mi-temps était assez engagée dans le jeu, ça se répondait d'un but à l'autre. Il y avait 1-1, plus avec un penalty de Iago Aspas qui nous avait quand même mis assez la misère sur sa vitesse et ses appels en profondeur ou ses prises de balles. Mais le Real Madrid qui était monté en puissance dans le match avec Valverde, Vinicius qui ont fait la différence notamment. Mais aujourd'hui, Celta de Vigo ne traverse pas la meilleure en tout cas période de son histoire. 12e de Liga avec 9 victoires, 9 nuls, 11 défaites. Donc il gagne même pas un match sur 3. Globalement, c'est 36 buts marqués
Mais Celta Vigo, c'est aussi une équipe qui a encaissé 40 buts cette saison, donc qui encaisse énormément, d'où le fait qu'ils ont un classement qui leur empêche forcément de beaucoup grimper. Ils marquent des buts, mais ils en prennent beaucoup plus qu'ils en marquent, donc forcément tu stagnes énormément. Pour une victoire, ils vont perdre beaucoup de points sur des nuls et des défaites, et même s'ils ont des bons joueurs comme Iago Aspas, qui sont beaucoup trop, j'allais dire aussi, Iago Aspas dépendant, t'as aussi Gabri Veiga, qui normalement sera un joueur du Real Madrid, soit en 2023, soit en 2024, en tout cas, il est coché pour venir au Real Madrid ces prochaines années. J'en ai parlé sur la chaîne YouTube il y a quelques semaines, et c'est un vrai talent brut espagnol qu'il faut vraiment pas laisser partir. Et en plus, lui, il a vraiment envie de jouer au Real Madrid plus qu'en Première Ligue par exemple. Mais aujourd'hui, le Celta Vigo est trop dépendant. Ils prennent beaucoup de cartons rouges, c'est des heures en tout cas d'inattention. Même contre Séville, à 11 contre 10 depuis la 20e minute, ils ont fait qu'un 2-2 et ils étaient menés 2-0. Donc c'est un effectif qui est très désorganisé défensivement, qui laisse des largesses assez importantes parce que c'est une équipe qui est très joueuse, qui va jouer l'offensive à fond, peu importe leur adversaire. Et du coup, même s'ils peuvent te prendre à la gorge, exercer un bon pressing, si tu as une meilleure sortie de balle qu'eux et que tu as un meilleur milieu de terrain qu'eux pour en tout cas absorber tout ça et leur opposer aussi un défi, que ce soit physique et technique intéressant, si tu leur prends la possession et que tu les bouffes dans le jeu et dans les duels, Celta Vigo, c'est un effectif qui va vite lâcher l'affaire. C'est un effectif qui a des joueurs en tout cas expérimentés, qui savent aussi se mettre en évidence, mais cette année ça patine, c'est irrégulier, et forcément quand tu as aussi peu de régularité, que tu as aussi peu d'intensité, par rapport à un Real Madrid qui en Ligue des Champions, au Copa del Rey peut en mettre énormément, en Liga beaucoup moins. On sait en plus quand Ancelotti va faire tourner, il se peut que Benzema soit laissé au repos, mais en général les jeunes qui jouent aujourd'hui sont très très bons. Même si on avait perdu contre Villarreal, on a été quand même très bon globalement avant les exploits de Chukwueze. Donc à voir comment le Real Madrid va aborder ce match, il va faire tourner, donner du rythme et de la confiance, il en est déjà prêt avec la quasi équipe type à en tout cas jouer comme il faut pour préparer le match contre City. Mais vu les joueurs en pleine bourre comme les Rodrigo, comme Vinicius, Valverde aussi, en tout cas qu'il y a les Camavinga, etc. Ça pourrait être intéressant de donner du temps de jeu à Tchouaméni, d'en donner à Asensio, pourquoi pas un petit peu si vous voulez à Eden Hazard. Mais voilà, Ancelotti mettra la meilleure équipe possible avec les joueurs disponibles pour gagner ce match. Parce que voilà, on sait jamais, peut-être que le Barça va petit à petit perdre quelques points, même si c'est quasiment foutu pour la Liga, même si c'est foutu à 99%. Mais le Celta de Vigo aujourd'hui, il faut plus le voir comme un match de préparation à Manchester City et la Copa del Rey que comme un vrai match de Liga qu'on doit jouer à 1000%, tu vois. Même si après à domicile devant les supporters, c'est important de gagner des matchs pour la confiance, le rythme aussi, donner du temps de jeu à tout le monde. Donc en tout cas, pour moi, je pense que le Real Madrid gagnera ce match-là environ 3 ou 4-1 comme au match aller. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisserai aussi me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.